Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie de l'émission Les enjeux de l'économie. J'ai le plaisir ce soir d'avoir parmi nous Monsieur Nissim Meyer. Donc bonsoir Nissim. Bonsoir Lionel. Vous êtes gémologue, diamantaire et membre de la bourse du diamant de Ramat Gan. Donc on va pouvoir parler diamant dans cette émission. Pouvez-vous nous présenter la bourse du diamant de Ramat Gan en Israël? Alors la bourse du diamant est une place forte du diamant, un endroit prestigieux, confidentiel, sécurisé au maximum, qui est composé de 4 immeubles interconnectés entre eux, à peu près 2000 bureaux diamantaires, plus une salle de marché qui comprend, dans les jours où il y a du monde, peut-être 1500 personnes facilement, qui font des transactions de diamants toute la journée. Comme le dit en anglais le Diamond Exchange, il y a vraiment un échange de diamants parce qu'on peut pas tout avoir, donc on est obligé de chercher à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe. Environ, il y a 3000 membres de la bourse actifs, 15 000 personnes qui travaillent et qui transitent, dont les visiteurs étrangers qui viennent à la bourse. Voilà. Donc une des principales bourses avec celle de la bourse d'Anvers, et aussi on voit émerger la bourse de Hong Kong. La bourse de Bombay plutôt avant la bourse de Hong Kong. La bourse de New York a toujours été une bourse établie pour le marché américain principalement. La particularité d'Israël, c'est que c'est vraiment une bourse internationale. Anvers c'est une bourse aussi internationale, mais plutôt dirigée sur le marché européen. Alors que Israël, c'est les Israéliens en eux-mêmes, hein, ils aiment aller vers les autres et trouver des marchés en Indonésie, en Corée, un peu à droite à gauche. Parce que c'est justement pourquoi Israël, finalement, elle n'est pas producteur de diamants. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit leader dans la bourse du diamant? D'abord, je pense, avant tout, c'est un don d'en haut, que nous avons eu le don d'Hachem, que nous avons eu la possibilité en Israël d'avoir une bourse aussi forte dans le diamant. C'est historique. C'est Anvers, dès le départ, les Belges qui nous ont donné un petit coup de main et ça a bien progressé, je dis pas grâce à la Deuxième Guerre mondiale, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup de travail qui ont été donnés, alors qu'en Belgique, en Hollande, à l'époque où il y avait une bourse, ne pouvait pas se faire. Donc ça a été donné ici. Il y avait des tailleurs de diamants bien avant la création de l'État d'Israël. Et c'est ça qui a donné tout un essor au départ. Maintenant, ça suit une tradition que toutes les bourses du monde entier suivent. Il n'y a pas de production à New York, il n'y a pas de production en Belgique, il n'y a pas de production en Inde, il n'y a pas de production, en Israël aussi. Et cet essor a été donné principalement par la taille au départ. Et puis c'est vrai qu'on le voit, c'est-à-dire qu'un vrai savoir-faire dans la taille du diamant, donc on va dire que le diamant brut est ailleurs, mais vient finalement être taillé, c'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-faire de la taille de la pierre en Israël, finalement, au niveau mondial. Alors, c'est vrai qu'Israël a été un point central de la taille du diamant, maintenant c'est un peu moins, mais les grosses pierres restent toujours la propriété des tailleurs israéliens, c'est-à-dire la propriété, entre guillemets, la propriété artisanale. Nous avons un vrai savoir-faire qui nous permet d'être leader dans le diamant en général, mais aussi grâce à nos grosses pierres. Et au niveau des producteurs, des principaux producteurs du diamant, qui sont-ils? Alors, producteurs, au niveau du brut, c'est bien entendu historiquement l'Afrique du Sud et tous les pays, le Botswana, le Zimbabwe, aussi la Russie, en Sibérie, il y a de très beaux diamants qui sortent de là-bas. L'Australie est un très gros producteur de diamants, mais pas en qualité, mais en poids. Dernièrement, quand on parle de dernièrement, on parle de 15 ans, 20 ans à peu près, le Canada, voilà. Et au niveau des consommateurs, on retrouve énormes consommateurs, notamment en Inde, je crois. Alors, il faut savoir que le marché consommateur mondial, c'est les États-Unis, avec 40% à peu près. C'est des chiffres que j'ai découvert il y a pas longtemps. 40% de la consommation mondiale du diamant. Je ne sais pas si c'est en carats ou si c'est en argent. Néanmoins, les marchés émergents comme l'Inde et la Chine portent le marché du diamant d'une manière incroyable. Et la Russie aussi. La Russie consomme. Et on voit des partenariats entre la bourse de Ramat Gan en Israël avec l'Asie, avec Hong Kong, je crois. Il y a un partenariat, en tout cas dans la création. Shanghai aussi. Plus qu'un partenariat, étant donné que la bourse d'Israël, au travers de la fédération des bourses, Anvers et Israël, ont été les précurseurs de l'installation de certaines bourses dans le monde, comme celle de Singapour, peut-être celle de Hong Kong, voilà. Et comment se porte le secteur du diamant aujourd'hui avec la crise internationale Alors, valeur refuge? On peut dire, je ne m'avancerai pas totalement là-dessus. C'est une valeur refuge qui fait plaisir aussi, parce qu'il faut dire que ça fait plaisir d'investir sur quelque chose
qui fait plaisir. Tant qu'il y aura, à mon avis, et il y en a beaucoup, tant qu'il y aura des mariages, des fiançailles, des gens qui s'aiment, il y aura une consommation du diamant. Et valeur refuge, oui, parce qu'on a vu qu'en 2008, lors de la dernière crise, le diamant a très bien résisté. Les grosses pierres se sont un petit peu effondrées sur le début, mais elles sont reparties, je veux pas dire le mot que tous les Français connaissent bien, comme en 14, en 10, c'est le cas. En 2010, ça a été une remontée spectaculaire du diamant pour les connaisseurs. Le marché de la pierre précieuse reste un marché de connaisseurs au même titre que l'art, que les tableaux, que les choses comme ça. Le marché de la pierre précieuse. Le diamant, c'est un peu plus réglementé et donc ça peut servir plus de valeur refuge avec l'or, bien entendu. Alors il y a aussi une autre question un peu sensible. Quels sont les risques de ce métier sur la question de la sécurité? J'étais avec vous à la bourse de Ramat Gan, donc on passe énormément de sas de sécurité. On voit que la sécurité est quand même au cœur de ce métier et de la bourse. Bien entendu, c'est un métier, comme vous l'avez pu le voir, quand vous êtes rentré dans la salle des marchés, il y a des diamants de tous les côtés, du brut, et il faut protéger tout ça. À l'intérieur même de la bourse, nous sommes totalement en sécurité, et tout se passe à l'intérieur de la bourse. Par exemple, je ne me promène pas à l'extérieur avec des diamants sur moi, sauf si j'ai une assurance et que je dois aller vers un salon où généralement je donne un transporteur sécurisé. Tout est centralisé à la bourse, il y a tout à la bourse. Et on le voit, donc on ne peut rentrer en fait dans la bourse que si on est habilité. Et si on est donc finalement particulier, investisseur, comment on fait finalement pour pouvoir acheter du diamant? Est-ce qu'on peut acheter du diamant? Comment on peut faire? Bien sûr qu'on peut acheter du diamant, bien entendu. Il y a des lois. En Israël, chaque pays a ses lois. En France, il n'y a aucun problème. En France, dans certains pays, il n'y a aucun problème pour aller voir un professionnel et lui acheter du diamant. Bien entendu, il faut être un petit peu s'être renseigné avant. L'information tourne très vite maintenant avec Internet, et donc on peut vraiment comparer et voir directement qu'est-ce qui se passe. Je conseille quand même aux gens d'acheter directement à des professionnels plutôt que sur Internet sans voir vraiment qu'est-ce que ce truc. Dans cette optique, j'ai moi-même, parce qu'il y a une loi en Israël qui ne permet pas de vendre des diamants en particulier pour protéger le secteur de la bijouterie en Israël, c'est parce qu'il y a la bourse, ok. Donc on peut vendre un diamant sur un bijou, donc, et il faut, bien entendu, c'est pas les membres de la bourse qui ont cette possibilité de vendre. Donc, j'ai ouvert une structure qui s'appelle Direct Israel Diamonds, qui permet pas de contourner ce problème, mais qui permet de vendre, en tout cas, de vendre un diamant accompagné d'une bague et avec la TVA, avec une facture, enfin tout ce qu'il faut pour. Et donc finalement un choix qui peut être de particulier, un choix du cœur, mais aussi un choix d'investisseur, c'est-à-dire de placement. Il n'est pas idiot de nos jours. Bien entendu, je fais je conseille ce que je fais pour moi-même. Il n'est pas idiot de considérer pour les personnes, peu importe son patrimoine, qu'il soit petit ou grand. Il n'est pas idiot d'envisager une partie de son patrimoine, que ce soit un diamant pour faire plaisir, ou que ce soit plusieurs pour pouvoir faire face à différentes crises, parce que finalement le diamant est quelque chose qui se porte bien, sur lequel il y a une très forte demande, et donc à mon avis, c'est quelque chose qui va monter. Une petite information importante que j'ai reçue il y a pas longtemps dans une conférence que nous avons eue en tant que diamantaire, c'est que le marché du diamant, finalement, est totalement lié à ce qu'on trouve dans la terre. Ok. Nous n'avons pas découvert de nouvelles mines, et ça me déçoit. Je voudrais qu'on trouve quelque chose, parce que sinon, ça sera un petit peu dur dans le métier. Depuis 20 ans. Maintenant, il faut 10 ans pour exploiter une mine de diamant. Ok. Donc, si on trouve demain une mine, c'est-à-dire en 2012, en 2022, ça sera une mine qui commencera à devenir profitable en fonction de ce qu'on va pouvoir découvrir. Donc on risque d'avoir une forme de rareté finalement de la pierre. C'est ce que les géologues ont tendance à dire, c'est qu'en 2027, si nous n'avons pas découvert de mine entre-temps, et il n'y a aucun signe actuellement qu'on puisse découvrir, 2027, il risque d'avoir pas une pénurie, mais une baisse de la consommation de la production plus exactement du sol. Et donc une hausse des prix concomitante. Il semblerait que ça soit le cas, et c'est déjà le cas, déjà sur le marché. Et on voit une autre tendance, autre question quand même, c'est sur les pierres. Je dirais, on voit des pierres bleues, des pierres, des diamants, un peu colorés, tout ça. Est-ce que c'est une tendance de mode américaine? Voilà, je voulais un peu, on s'était rencontrés, et je sais que vous êtes spécialiste aussi sur les pierres de couleur. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit, je dirais, aperçu? Là, on rentre plus dans l'économie, on rentre dans le côté passion, le côté chose. Alors, il est vrai qu'il est agréable en tant que diamantaire
nécessaire de faire autre chose que la marchandise courante. Tout à fait. Ok. Donc, même la marchandise courante est agréable. Tout à mais fait. on va dire dès que je suis en présence d'un diamant rose, par exemple, ou un diamant bleu, j'ai plaisir à voir, j'ai plaisir à négocier. C'est très beau. Ça peut être très beau, diamant jaune et ainsi de suite, ainsi que les pierres de couleur, saphir, rubis, émeraude et d'autres, qui sont vraiment dépendantes d'aucun contrôle du marché, parce que c'est vraiment ce que la terre produit. Et l'autre question qui me vient quand même, c'est que vous avez plus de 25 ans dans ce métier. Vous avez aussi énormément travaillé à l'intérieur même de la transaction au jour le jour. Vous m'expliquez que vous voyez des centaines de pierres. Et des mines et des voyages. Et des centaines de pierres par jour. Dans la salle des marchés, c'est ce qui se passe. Exactement. Donc, énorme travail. Comment comment cette expertise, finalement, vous êtes gémologue, donc c'est un vrai métier, finalement. Une vraie expertise. Et on peut aussi, sinon être piégé. Et donc c'est là où les professionnels, la garantie finalement est très importante. C'est un vrai métier, bien sûr, d'être gémologue. Si quelqu'un est attiré par ce métier, il peut l'être, sachant que c'est comme le permis de conduire. C'est-à-dire qu'en ayant le diplôme de gémologie, on sait tout juste, on a l'autorisation de conduire sa voiture. Tout à fait. Toute l'expérience se fait au fur et à mesure des voyages, au fur et à mesure des transactions, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de rencontrer. Même chose dans le brut. Il y a certaines catégories de brut que je ne connais pas parce que j'ai pas vu le résultat derrière, donc je touche pas. Ou alors je me renseigne auprès d'un autre diamantaire qui connaît ce type de marchandises. Voilà, c'est tout. Et il y a un autre point quand même, c'est ce côté de certificat quand même. On fait pas entre guillemets n'importe quoi. Chaque pierre est quand même vérifiée. Il y a un contrôle. Et donc ce qui fait qu'il y a quand même l'ADN, on va dire, du diamant qui permet quand même de vérifier que ce soit pas un faux diamant et tout ça. Effectivement, chaque diamant qui est de certain poids, d'une certaine qualité, passe par une certification. Il y a plusieurs certificats internationaux qui sont cotés, et passe par une. C'est une carte d'identité du diamant qui va authentifier le diamant. Est-ce que le diamant est totalement naturel? Est-ce qu'il a subi des traitements? Tout ça, tous les certificats vont donner ce type de renseignements. Et aussi donner la qualité du diamant et ainsi de suite, qui va totalement être une résultante du prix et de la cote de ce diamant. Une autre petite information intéressante, je pense pour les téléspectateurs, c'est bien de le savoir, c'est que 85% de la production mondiale du brut de diamant est en dessous de 15 centièmes. C'est intéressant de le savoir. 15 centièmes, c'est 0,15. Ok, donc pour arriver à un carat, c'est loin. Et 15%, donc le 15% restant, sont des pierres qui sont adéquates à la bijouterie, qui sont au-dessus de 15 centièmes. Tout à fait. Ou même, je crois, environ 10-15 centièmes. Voilà. Donc les gros diamants, on me dit qu'est-ce que c'est un gros diamant? C'est déjà un demi-carat. C'est déjà un gros diamant. 1 carat, n'en parlons pas. 2 carats, n'en parlons pas. Et donc on voit rareté quand même du prix, du produit, marché quand même tout à fait, on va dire, plutôt fermé, sécurisé, de professionnels, et donc et en même temps, on l'a vu, les particuliers n'ont pas forcément accès, mais peuvent avoir accès finalement directement, par notamment Direct Israel Diamond. C'est ce qu'on a pu parler en tous les cas. En tout cas, merci encore Nissim Meyer. Je rappelle que vous êtes responsable de Direct Israel Diamond, que vous êtes diamantaire, que vous êtes gémologue. Merci encore de nous avoir fait explorer ce monde du diamant. Merci Michel à la technique. Merci à Vlad et Jacques de Gizen TV. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci Lionel.